Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. On va parler d'IA à l'hôpital, intelligence artificielle générative ou pas d'ailleurs. Sujet absolument passionnant. Alors pour commencer, euh, j'aime bien commencer par une référence culturelle moi dans les conférences. Et donc on s'adapte à la culture de chacun. La mienne c'est Alien. Je ne sais pas si vous avez vu ce film extraordinaire qui s'appelle Prometheus, qui est un des prequels d'Alien, et dans lequel il y a une dame qui se trouve avec un petit alien dans l'abdomen. Évidemment, c'est assez embêtant, d'autant que ces gens-là, ces bêtes-là, sont pas quand même pas très sympathiques. Et elle se fait enlever ce petit alien par une machine médicale visiblement omnipotente, qui sait tout faire, qui comprend tout, qui s'adapte à tout, etc. Alors, il y a un biais dans cette affaire, c'est qu'elle-même, elle est médecin. Donc, elle commande à la machine en connaissance de cause. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est ça Est-ce qu'on tend vers ça? Est-ce qu'on se tend à une machinisation de l'hôpital ou pas? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui marche déjà? Qu'est-ce qui ne marchera pas? Quelles sont les opportunités, les dangers? Et à mes côtés, pour en parler, deux grandes spécialistes. Alors, à ma droite, si je puis dire, mais en tout cas à la droite de cette scène, Anne Ferrer, qui est directrice du CHU, du formidable CHU de Montpellier, la formidable ville de Montpellier, que j'aime beaucoup, je dois dire. Bonjour Étienne. Bonjour et bienvenue. Cécile Chevance, responsable du pôle offre au pluriel de la FHF, parce qu'il y a plusieurs offres. On discutera d'ailleurs un peu de ça, des différents endroits, des différentes zones et des différents types d'hôpitaux. Mais j'ai envie de commencer rapidement, toutes les deux, comme ça, l'impression que ça vous donne, l'arrivée de l'IA, ça vous enthousiasme ou ça vous terrifie? C'est la science-fiction positive et sympathique ou c'est Alien? Anne Ferrer. C'est moi qui attaque. Ouais, Alors, peut-être en brisant votre jolie image, Étienne, en disant que en IA, on dirait que ce que vous nous tracez, c'est une forme d'hallucination. Ce qu'il y a de bien dans le cinéma, c'est que ça reste le cinéma. Et qu'aujourd'hui, à l'hôpital, on n'a pas besoin d'être emporté par des images qui peuvent un peu faire peur. L'IA, il faut la vivre sereinement, il faut la vivre de manière experte, et surtout, il faut la vivre de manière partagée par nos collectifs, comme une chance. Et si on ne la vit pas comme une chance, en tout état de cause, il faut la vivre comme une évolution inéluctable. Et quand on a une évolution inéluctable qui est déjà engagée, la meilleure façon d'avancer sereinement, c'est justement de s'y préparer et d'y participer. Cécile Chevance. Alors effectivement, la question n'est pas l'arrivée de l'IA et doit-on y aller, pas y aller, à ton choix. L'IA, elle est là. Ça vient, déjà. ouais. Voilà. De toute façon, elle est là. Elle est déjà là et dans de nombreux domaines, que ce soit le parcours de soins, que ce soit la prévention, que ce soit l'efficience des organisations, aussi la gestion des flux. On a parlé à Santexpo la semaine dernière d'une solution qui permet de prédire les passages aux urgences. Donc on voit bien sur le traitement massif de données tout ce que ça peut apporter. Donc c'est inéluctable comme le dit Anne. Maintenant, il y a des craintes, il y a des points de vigilance, il y a des freins et il convient effectivement d'accompagner cette arrivée ou ce développement inéluctable de l'IA dont on a encore du mal à évaluer les impacts parce qu'on est encore en phase aussi d'évaluation de ces solutions. Alors, j'ai envie de rentrer directement concrètement, aujourd'hui, dans un hôpital, l'IA est utilisée où et comment? Je peux vous parler de Montpellier. Par exemple, l'IA à Montpellier est utilisée comme de très nombreuses entreprises à travers des solutions qui existent pour permettre des simplifications de tâches. Je dirais que c'est l'IA, dans ce cas-là, de plus ancillaire et finalement de plus accessible et peut-être l'étape première pour rassurer les uns et les autres, de se dire que derrière chaque professionnel, on pourra avoir un professionnel augmenté. Mais augmenté d'une bonne manière, c'est-à-dire qu'on supprime toutes les tâches un peu redondantes, un peu fastidieuses, à partir du moment où le professionnel en question est en mesure de s'approprier ce qu'est une IA appliquée à son périmètre de compétences et d'expertise. Ça, c'est le premier niveau. Ce qui va très rapidement être systématiquement mon leitmotiv, c'est comment aujourd'hui on a une soutenabilité de ce genre d'introduction de nouvelles solutions, qui sont des solutions qui existent sur le marché et qui peuvent être utilisées par tout à chacun. Deuxième type d'introduction d'IA, ce sont des solutions qui sont proposées pour nos soignants quand on passe aux urgences et quand on a une fracture aujourd'hui dans la majorité des hôpitaux, c'est un regard d'IA.
un regard d'IA qui a été entraîné très largement et qui fait que oui, non, eh bien, on sait s'il y a une fracture et ça permet à nos radiologues de se concentrer sur les vrais clichés utiles. Et ça, c'est communément admis et partagé. Et les patients comme les professionnels sont plutôt heureux de ce type d'introduction. Derrière, la vraie révolution de l'IA, c'est comment on modifie nos organisations en amont, comment on acculture l'IA, que ce soit dans le soin, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'enseignement, puisqu'à Montpellier, on a aussi avec notre belle université la plus vieille d'Europe, donc on pourrait se dire que les ouvrages servent de base, et ben non, on entraîne aux Écosses avec de l'IA, et ça marche bien. C'est pas même la plus vieille du monde? En activité, je crois, d'Europe, mais après tout, du monde, c'est pas mal non plus, parce que c'est la plus belle, en tout cas. Là, il me semble bien qu'on est arrivé à cette conclusion-là. C'est la plus belle, donc la plus belle du monde, et là, tout le monde sera d'accord. Et donc, que ce soit en enseignement, soit en recherche, l'IA est partout. Que ce soit après dans la gouvernance de nos structures, il est aussi important d'apprivoiser l'IA, de l'intégrer. Et à Montpellier, la question qu'on se pose, c'est comment on participe à être créateur, non pas de LLM, parce que ça n'aurait pas de sens, mais comment est-ce qu'on anticipe et on crée avec nos partenaires académiques et industriels de Medvalley une IA qui va, au gré de chacun des usages propres de nos professionnels, apporter du sens en supprimant des tâches ancillaires, en faisant mieux, en faisant plus vite. Donc Medvalley, c'est l'environnement économique et de recherche qui se trouve à Montpellier, à côté, où il y a énormément d'entreprises, de start-up et de pôles de recherche. Medvalley, c'est les hôpitaux, les académiques, les industriels qui collaborent pour faire tomber leurs murs. Et là, en matière d'intelligence artificielle, c'est typiquement ce dont on a besoin. Parce que seul l'hôpital ne fera pas grand-chose. On a signé récemment un partenariat à Santexpo, comme l'évoquait Cécile, avec Dell Technologies, qui nous propose une plateforme pour entraîner nos algorithmes. Donc ces partenariats sont vitaux, parce que seul un hôpital n'est pas en mesure d'avoir une IA éthique, souveraine, sécurisée et surtout soutenable. Alors c'est une chance, et vous nous parliez à l'instant là, des flux aux urgences. C'est un énorme sujet, ça c'est un sujet politique d'ailleurs presque. Tout le monde ne parle que de ça, les urgences c'est une partie de l'hôpital, mais c'est évidemment pas tout. Enfin c'est quelque chose qui est très sensible et par définition, parce que cette urgence est écrite dessus. Qu'est-ce que ça veut dire réguler les flux, prévoir les flux des urgences grâce à l'IA? Comment est-ce qu'on fait? Alors c'est plutôt les anticiper. C'est vrai que l'activité de l'hôpital public, contrairement aux autres acteurs, notamment aux autres établissements du secteur privé, sont vraiment marqués par une activité qui est imprévisible, qui est non programmable. C'est-à-dire qu'on assume effectivement l'essentiel de l'activité non programmable. Alors, les urgences en font partie, mais pas que. On a aussi les soins critiques, on a aussi effectivement tout un tas d'activités. Donc, quand on ne peut pas prévoir comment effectivement on se prépare et on anticipe, ça mobilise beaucoup de ressources, parce que ça a un coût, et comment on se prépare et on se mobilise. Alors il ne s'agit pas de prévoir l'arrivée de ce patient-là, mais effectivement à partir de la gestion de données massives, qu'on ne peut pas faire forcément humainement, mais on voit bien qu'il y a des cycles qui reviennent, selon les jours de la semaine, selon les périodes de l'année, selon qu'on est un dimanche, un jour férié le dimanche ou en semaine, on n'a pas forcément le même nombre de passages aux urgences, mais il y a des choses effectivement qui sur la masse, sur la statistique en fait, permettent d'avoir quand même une idée, une prédiction, et ça effectivement l'intelligence artificielle peut nous aider à le faire. C'est ce que disait Anne, ça permet effectivement de se décharger de tâches répétitives, simples, tout en laissant, je pense, et c'est important, l'humain au cœur du système, au cœur de la validation et au cœur de la décision. Mais par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant travailler des IA sur des données météo, des données qu'on connaît de fêtes, par exemple, on sait qu'il y a des gens qui vont boire et qui vont avoir des accidents de la route. J'en sais rien, c'est comme ça qu'on prévoit on sait que certains soucis de santé arrivent tel jour de la semaine ou à telle heure, on sait que les gens appellent ou viennent aux urgences à telle heure. Quelles sont les données sur lesquelles on peut s'appuyer pour prévoir ce genre de choses? Par exemple, le même type d'application peut s'appliquer sur les soins critiques. Quand j'étais en établissement, chaque année, on savait que au mois de novembre, on allait avoir une période difficile dans les soins critiques et au niveau des réanimations, parce qu'on avait les épidémies hivernales. On le savait chaque année, et chaque année, c'était quand même compliqué à gérer. Et chaque année, on se disait, il faudrait quand même qu'on anticipe un petit peu. Alors, on ne savait pas forcément au jour près exactement quelle semaine. Là, c'est des choses qui peuvent s'anticiper. Même si,
Les changements climatiques, vous parliez de météo, il y a des choses qui évoluent aussi sur le long cours. On voit bien par exemple que les épidémies hivernales, on les appelle plus les épidémies hivernales mais saisonnières, parce que par exemple sur la bronchiolite ça a été avancé, puis le vaccin peut aussi faire évoluer les choses. Mais il y a quand même des cycles qu'on peut étudier sur la durée, y compris dans leur évolution, et voir effectivement si on ne peut pas aider les organisations et surtout les équipes à mieux anticiper pour mieux absorber, parce que on voit bien avec l'évolution des besoins de santé que la question c'est l'absorption, effectivement, comment faire face à cette croissance de besoins de santé avec des moyens et notamment humains qui ne vont pas progresser à la hauteur de l'évolution des besoins de santé. Alors justement, on va en parler, ça, des moyens humains, parce que le développement de l'IA, nous on a la même question au point dans les journaux, évidemment c'est quelque chose d'absolument fondamental, la question c'est de savoir qui sait faire. Qui comprend ça, qui sait comment ça marche. Ces ressources-là sont extrêmement rares, sont extrêmement chères. Pour avoir discuté avec pas mal de gens du monde de l'IA, évidemment, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de nous parce qu'ils ont des quelques milliards à gagner. Comment est-ce que vous faites? C'est quoi l'idée d'acquérir des compétences ailleurs, de savoir de sociétés qui vont servir d'intermédiaires? Vous allez trouver où la capacité technologique pour ça, sachant qu'on est dans un domaine dans lequel les ressources sont très très rares et incroyablement chères, donc riches d'ailleurs. Il y a deux éléments dans votre question, Étienne. Le premier, c'est quelles sont les ressources humaines. Je vais revenir à Montpellier, puisque vous allez dire que décidément, tout se passe à Montpellier, vous aurez raison. À Montpellier, oui. À Montpellier, on a ESN by UM. C'est-à-dire que l'université de Montpellier, avec le professeur Ayot, qui est un praticien remarquable, qui a anticipé le fait que l'on pouvait commencer à structurer des ressources humaines, former les métiers de demain qui nous seront nécessaires, certes pour le numérique, mais surtout pour l'IA. Donc on parle de data scientist, on parle d'ailleurs de termes que ni vous ni moi ne connaissons. Et c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir, pour les jeunes qui rentrent dans un pipe, et pour eux, l'IA, c'est quotidien, ils font déjà leur devoir dans ChatGPT la plupart du temps, ils arrivent à utiliser nativement l'IA, mais derrière, on a besoin d'architectes de données, on a besoin de personnes qui traitent nos bases, on va avoir besoin de statisticiens, de biostatisticiens qui vont pouvoir, derrière la statistique, construire nos données massives, les épurer, les rendre propres. Et on va avoir aussi besoin d'éthiciens de la donnée, parce que l'éthique est très importante dans un hôpital. On va avoir besoin de responsables de la cybersécurité. Donc ça, aujourd'hui, on les forme à Montpellier et on va avoir des terrains de stage au sein du CHU qui vont être formidablement utiles. Et progressivement, on va structurer et renforcer notre écosystème. Bien évidemment, notre problème, ça va être de payer correctement ces professionnels. Et souvent, on forme, on entraîne des gens remarquables qui sont aujourd'hui dans une concurrence mondiale et ils sont happés. Donc, vous ne pouvez pas donner des stock options en plus, vous savez. On veut des hybrides et on en a déjà. Aujourd'hui, au sein du CHU, on a à la fois des médecins et en même temps des spécialistes de l'IA. Et ils sont au sein de l'équipe de direction. À Montpellier, on a ce type de professionnel remarquable qui est au cœur de l'équipe de direction pour nous aider à prendre le bon virage, mais on les a aussi dans les services de soins et ce qu'il faut, c'est les mettre en réseau pour avoir une vraie stratégie, une vraie feuille de route institutionnelle qui permette ce foisonnement, que l'on vive avec, et ensuite ouvrir des partenariats avec les startups, avec les académiques qui veulent, on a la chance d'avoir à Montpellier le CINES, qui a l'un des 3 supercalculateurs en France. Donc à Montpellier, on a un Adastra qui est 74 pétaflops ou même encore plus, je crois, depuis qu'il. Tout le monde voit à peu près ce que ça représente, hein, c'est ça. Ouais. Et bien, si on parle d'IA, il faut monter une marche. Ouais. Et donc moi, aujourd'hui, je vous assure que c'est quasiment mon pain somme quotidien et à force, j'y trouve un vrai intérêt d'apprendre à communiquer avec les partenaires qui nous aident dans leur domaine de compétences propres à faire en sorte que ça devienne possible dans un CHU qui fait du recours. Et l'IA fait partie du recours. J'imagine que tous les établissements n'ont pas exactement les mêmes moyens pour faire ça. Alors, peut-être déjà dire Anne évoquait tout à l'heure les partenariats publics-privés. On a aussi besoin d'un fort soutien des pouvoirs publics. Or, quand on regarde par exemple la feuille de route du numérique 2023-2027, elle ne fait pas référence à l'IA. Donc déjà, on a un sujet, effectivement, d'avoir une doctrine... Quelle feuille de route, la feuille de route du ministère ?
Oui, tout à fait. D'accord. D'avoir une doctrine nationale, à la fois d'encadrement, de régulation, mais tout en favorisant l'innovation, le foisonnement qu'évoquait Anne. Et c'est vrai qu'on a un sujet de financement. Alors sur les entrepôts de données de santé, il y a eu un appel à projet, mais qui a une dizaine d'établissements et d'entrepôts, ce qui est déjà effectivement très, très, très bien et on s'en félicite. Mais il y a un besoin de pérennité en fait de financement. Et effectivement, l'enjeu essentiel, c'est les ressources humaines, l'attractivité en termes de compétences. Alors on a des atouts, hein, on a une diversité effectivement de missions, de fonctions, de projets, mais c'est vrai que dans la fonction publique hospitalière, on n'est pas forcément les plus attractifs. On a besoin de nouvelles compétences, par exemple en statistique, en traitement, analyse de données. On a des nouveaux métiers d'ingénierie clinique avec effectivement des médecins, des soignants qui peuvent se tourner. Ça peut être aussi un élément fort d'attractivité hein, pour les équipes parce que forcément, ça va avoir un impact sur les métiers. Donc c'est aussi source d'attractivité, mais on a vraiment un enjeu de soutien des pouvoirs publics à travers une politique forte, des objectifs ambitieux et effectivement un soutien financier pérenne. Alors, soutien financier, mais alors après, il y a une question qui est différente. J'ai interviewé avec mon camarade Guillaume Gralet, Arthur Mensch, il y a quelques mois, le PDG de Mistral, Mistral AI, et c'était très frappant le discours qu'il tenait. Il disait, lui, il était chez Google avant, chez DeepMind. Et il disait, mais le problème de des GAFAM, c'est qu'ils sont bureaucratisés, l'innovation, ça se fait pas à 300, ça se fait à 5, 6, 4, 5. Donc lui, à chaque fois qu'il embauche des gens, il fait des petites équipes de 4, 5. Ça. Donc son angoisse, c'était la bureaucratisation. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, Meta ou Alphabet, Google, etc., c'est pas le sommet de la bureaucratie. Est-ce que ça, c'est pas un sujet aussi au-delà de la question du financement de l'État que vous demandez, je veux dire comment s'organiser, est-ce qu'il ne faut pas avoir un fonctionnement très très décentralisé pour ce genre de choses, parce qu'on se dit que si le plan IA est géré dans les couloirs de l'avenue de Ségur du ministère, on peut attendre longtemps. Alors c'est plus un accompagnement, un référencement de solutions, par exemple, par rapport au foisonnement. Mais oui, effectivement, l'innovation, elle se gère au niveau local. Alors, c'est important d'avoir des têtes de pont, comme les CHU, comme l'évoquait Anne. On a un souci, enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a un souci aussi de diffusion de l'innovation et de partage de l'IA au sein de structures plus petites. Donc il y a certainement aussi une organisation territoriale. Nous on mise beaucoup sur les GHT, hein, les groupements hospitaliers de territoire, qui regroupent, il y en a 136 en France, qui regroupent à la fois des gros établissements comme les 32 CHU et CHR, mais aussi des établissements pivots. Mais il y a certainement dans le domaine du numérique et de l'IA, une mutualisation, on parlait de compétences rares et chères. Tout le monde ne peut pas effectivement avoir ces compétences au sein de structures plus petites et pourtant effectivement il y a une nécessité de diffusion. Donc il y a quand même une mutualisation et quelques guidelines et soutiens à avoir, même si effectivement je vous rejoins, c'est essentiellement au niveau local et des équipes que ça se joue l'innovation. Anne Ferrer, vous n'en dites pas, vous dites à l'État donnez-nous de l'argent, mais surtout pas d'instruction. Déjà, l'État structure un certain nombre de choses. Nous, on a de bonnes relations avec le Health Data Hub, qui a vocation à agréger des données de santé. Nous, on est plutôt compliants avec ce principe-là à Montpellier. Considérer que les données massives, qui sont la base fondamentale de l'IA, à partir du moment où on a des données massives et propres, on peut commencer à parler d'IA. Avant, on ne peut pas. Donc, l'État a annoncé les financements du Health Data Hub. Il y a une petite nuance que vous avez donnée là. Oui, c'est-à-dire qu'il dépend de nous de signer les conventions pour pouvoir bénéficier des financements qui structurent les entrepôts de données de santé. Aujourd'hui, on a construit nos entrepôts de données de santé, les financements sont prévus et je pense que bientôt on arrivera à récupérer les financements en ayant signé, ce qui nous amène à donner les données des CHU pour un grand projet commun. Donc ça, c'est une première base. Après, derrière, je crois qu'il faut qu'on ait des subventions à partir du moment où on est capable de démontrer qu'on a des projets. On n'en a pas partout, parce que l'IA, c'est tout et rien. Mais en revanche, nous, on a quelques projets, peut-être modestes, mais qui sont hyper prometteurs. On a Erios, notre Living Lab, au sein duquel on travaille sur des prompts, on travaille sur des algorithmes. Et aujourd'hui, quand on
regarde ce que l'on peut déjà proposer, si on veut utiliser des solutions industrialisées, industrielles qui pourraient rentrer, ça nous coûterait horriblement cher. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir avoir cette part de liberté au gré de partenariats avec un certain nombre de boîtes locales ou internationales qui sont enclines à travailler avec nous. Nous, on a cette expertise médicale rare, on a ces données qui sont rares, on a un comité scientifique et éthique qui permet des usages qui donneront confiance aux patients qui sont à l'origine de ces données, qui nous autorisent à la fois à utiliser les données pour leurs soins, mais aussi pour la recherche et aussi pour des usages secondaires. Il faut que nous, on soit en mesure de leur garantir que tout traitement sera un traitement supervisé éthiquement par notre CSE. Donc tous ces éléments-là, c'est des vraies forces. Et on a notre entrepôt de données de santé. Donc si l'État nous supporte et nous aide à aller au bout, à travers des appels à projets dédiés IA, nous, on saura en faire bon usage et on saura le faire avec notre écosystème Medvalley qui est prêt à travailler avec nous. Et alors, sur l'hébergement des données, parce que ça, c'est un sujet politique absolument brûlant, la question de savoir est-ce qu'on peut faire ça avec Amazon ou Azure, la question s'est posée d'ailleurs pour le Health Data Hub, ou est-ce qu'il faut, parce que c'est les données qui sont trop sensibles, faire appel à Thales, DocaPost, par exemple, qui proposent des solutions de santé, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça, l'une et l'autre? Alors, à Montpellier, on est hébergeur de données de santé. Il y a 6 piliers. Être HDS, c'est très exigeant. D'ailleurs, tous les CHU ne sont pas HDS parce que c'est compliqué, c'est lourd, mais c'est une garantie qui est indispensable. Aujourd'hui, j'évoquais les supercalculateurs. On a cette chance à Montpellier d'avoir le CINES qui prend cette stratégie HDS à son compte. Ils vont être aussi HDS, donc hébergeurs de données de santé. Voilà. Ce qui nous permet de garantir que l'utilisation des données se fait dans un cadre conforme au RGPD, la réglementation européenne en matière d'usage et d'utilisation de données de santé. Le CINES stocke des données, nous stockons des données, nous sommes conformes. Et je crois que ça, c'est très important parce que tout à l'heure, vous évoquiez l'espèce de prisme un peu fantasmagorique de l'alien. Il faut aujourd'hui apaiser notamment nos patients, notamment nos scientifiques, en disant que tout ce que l'on fait en matière d'IA, on le fait de manière souveraine, on le fait de manière conforme et on le fait de manière éthique et qu'on y veille. Et de toute manière, c'est la responsabilité par exemple, d'un directeur de CHU. On est responsable des traitements de données de santé à titre personnel et pénal. Donc, au-delà de la conviction propre qui est la nôtre qu'aujourd'hui, le développement de la recherche, le développement des soins, le développement du management de nos hôpitaux passe par l'intégration pertinente de l'IA, ça passe aussi par une intégration éthique, raisonnée, disruptive de l'IA. C'est le chance. Il y a vraiment effectivement des enjeux de confiance, je pense, vis-à-vis des patients, vis-à-vis des professionnels et des équipes, et des enjeux de réciprocité. Je pense que effectivement, pour que les équipes donnent leurs données qui ont demandé souvent des travaux sur de longues années, avec effectivement une mise en exploitation des données qui ne peuvent pas être exploitées brutes. Ça demande effectivement un gros travail et des compétences. Je pense que c'est important qu'il y ait un retour et une réciprocité, par exemple en termes d'accès facilité. On demandait un accès facilité pour les hôpitaux publics aux données du Health Data Hub, d'enrichissement aussi de ces données, parce que c'est quand même assez formidable de pouvoir croiser des données de cohorte de recherche avec les données de l'assurance maladie, par exemple, en termes de parcours. Et donc, il y a une confiance à établir pour qu'effectivement, ça se passe bien. Et puis, des enjeux de sécurité des données dont parlait Anne, avec effectivement les enjeux d'hébergement et de souveraineté qui ont été évoqués. Je vais peut-être rebondir sur le terme confiance, parce qu'il y a un aspect qu'on a assez peu évoqué et qui pourtant est majeur si on veut de nouveau pas reboucler avec le petit alien. C'est d'avancer de façon transparente, d'expliquer ce qu'est l'IA à nos parties prenantes. Les hôpitaux, l'hôpital de Montpellier par exemple, c'est 12 000 professionnels. 12 000 professionnels qui aujourd'hui se disent qu'est-ce que va être demain mon exercice professionnel en regardant dans la presse ou en entendant des messages qui parfois peuvent être inutilement anxiogènes. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer l'école de la transformation hospitalière dans nos murs. Et on lui a confié comme mission d'abord d'expliquer les grands thèmes de santé publique, les grands thèmes d'évolution. Et on remarque que dès qu'on parle d'IA, on fait ça le comble.
Donc nos professionnels viennent, sont intéressés, les capsules que l'on fait sont téléchargées. Donc le premier temps de l'ETH, l'école de la transformation hospitalière de Montpellier, c'est de dire on explique. Le deuxième temps, et d'ailleurs il y a les halles de l'IA à l'échelle de la métropole, le deuxième temps de l'école de la transformation, c'est de former. C'est de former au management, c'est d'acculturer ces nouveaux trends. Et le troisième temps, il est majeur, c'est un contrat de confiance, de dire aux professionnels qui verront leur métier changer, évoluer, qui verront l'impact de l'IA au gré de son déploiement et qui pourraient se dire, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir ? Eh bien, au sein de l'institution, on aura une réponse à leur employabilité. Et ça devient un contrat de confiance qui fait que si on est certain d'être embarqué, si on est certain de ne pas être laissé au bord de la route de l'évolution, eh bien finalement, on peut avancer de façon non anxiogène et en confiance vers une IA qui est intégrée dans nos pratiques. Alors j'ai posé la question un peu dans le sens différent, celui de l'ouverture des données, parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs pour ça. Dans beaucoup de pays, en fait, elles sont plus ouvertes, plus disponibles. Et parfois, quand on crée des organismes censés gérer les données, les gens qui s'assoient sur un pouvoir ont tendance à être un peu difficiles pour les données, pour les mettre à disposition, y compris d'un écosystème plus large. Vous parliez de Medvalley tout à l'heure, donc d'entreprises ou de réseaux qui peuvent apporter des choses de leur propre initiative, on va dire. Est-ce que vous pensez qu'on a en France un problème d'ouverture des données ? Est-ce qu'il faut donner un coup d'accélérateur là-dedans de manière à pouvoir innover plus ? Je reprendrai le terme bac à sable qui plaît souvent aux informaticiens. Sandbox. On a un bac à sable réglementaire à travailler. Ouais. D'une part, pour garantir, parce qu'on parle de données de santé, il ne faut jamais oublier que le cœur du contrat de confiance avec nos patients, c'est justement de garantir que leur situation médicale ne se retrouvera pas possiblement dans les mains d'un assureur, ne se retrouvera pas entre les mains d'un employeur, ne se retrouvera pas utilisée à des fins qui lui seraient préjudiciables. Donc le premier engagement que l'on a en médecine, c'est justement la confidentialité des données et donc la confidentialité de l'état médical de nos patients ou en matière de recherche. Donc il y a un bac à sable réglementaire qui est hyper exigeant et qui est couvert par une réglementation européenne qui est déjà beaucoup plus forte que dans de très nombreux pays, que ce soit en Chine ou que ce soit aux États-Unis, qui développent néanmoins un certain nombre de projets. Donc il faut trouver le juste milieu. Et ce juste milieu, aujourd'hui, nous, on respecte tous les canons du genre, que ce soit CNIL ou RGPD. Néanmoins, on peut le faire ensemble, évoluer. Ça suppose des stratégies d'anonymisation, ça suppose des stratégies de groupage de données, ça suppose de nombreux groupes de travail, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut y aller. Parce que je crois que c'est un rapport qui a été remis il n'y a pas si longtemps au président de la République, qui en filigrane dit il n'est pas trop tard, mais donc il n'est pas trop tard, mais et aujourd'hui les CHU et les hôpitaux, de façon plus large, sont habitués à amener du progrès, de l'innovation, et c'est notre prochaine frontière. Cécile Chevance, partagez ça. Je crois que Anne a dit l'essentiel. Effectivement, aujourd'hui, on a, y compris pour les hôpitaux publics, des enjeux de délai de mise à disposition des données. C'est aujourd'hui très long et c'est un sujet qui est de toute façon au niveau européen ne nous laissera pas le choix puisque il y a effectivement des textes qui aujourd'hui prévoient une ouverture très large avec effectivement un juste milieu à trouver quand même avec des conditions de sécurité comme le disait Anne très importantes, mais de toute façon on y va au vu des textes européens qui sont sortis. C'est un sujet aussi de compétitivité de la santé. Ça fait toujours bizarre d'utiliser ce mot-là, mais par rapport, là, on considère en général quand même qu'on a en France un niveau d'expertise très élevé parmi les grands pays du monde. Est-ce que ce sujet-là est un des facteurs de compétitivité dans les savoir-faire de la France et du savoir-faire hospitalier français ? Beaucoup plus prosaïquement. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une opportunité rare de faire évoluer nos structures vers plus de sens. Si on abat des tâches ancillaires pour notre communauté médicale, pour nos soignants, si à contrario, on leur donne des espaces de liberté pour ceux qui ont envie de réfléchir différemment leurs pratiques médicales, si globalement, on leur libère du temps
à la fois pour faire ce qui a été le cœur de leur mission, c'est-à-dire prendre en charge leurs patients, et en même temps ce qui fait leur ADN hospitalo-universitaire, c'est-à-dire la recherche et l'enseignement, je crois qu'on va résoudre une bonne partie des difficultés actuelles que l'on peut rencontrer dans certains établissements, qui est celle de l'attractivité et de la fidélisation de nos équipes. Donc finalement, vivons l'IA comme l'outil d'une réconciliation avec les valeurs qui sont les nôtres. Et je crois qu'on sera super compétitif à partir du moment où on rend du temps à nos super équipes médicales. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre moment. On peut vous applaudir. J'ai une toute dernière question quand même, puisque pardonnez-moi de revenir à Aline. Je sais bien que le cinéma, c'est du cinéma. Mais enfin, à la fin, quand même, le petit robot, il résout le problème. Vous avez, un rêve, une envie, un truc de SF où vous dites, sous les commandes quand même de la médecin. Sous les commandes de la médecin, absolument. Et elle était concernée, mais elle a posé les bonnes questions, visiblement. Et vous avez quelque chose où vous dites, ça, j'adorerais une machine qui me fasse ça. Moi, personnellement, les machines, elles sont là pour retirer ce qui m'embête et elles sont là pour me donner plus de force, avoir plus de temps pour faire des choses intéressantes. Et je pense que tout le monde aspire à ça. Pouvoir se concentrer, pouvoir utiliser le temps qu'on a en équipe pour faire des choses qui sont réellement stimulantes. Et ça, on n'est pas loin. Alors ça va rejoindre un peu les propos d'Anne, mais l'ubiquité, être à plusieurs endroits à la fois pour faire effectivement tout ce qu'il y a à faire dans le temps qui nous est imparti. Merci infiniment à toutes les deux. Merci beaucoup Anne Ferrer, Cécile Chevance. Et ça continue.